Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Choc FM. L'émission c'est Franco Raptors avec vous, comme d'habitude, Patrick Bizindavi et Michael Laviole. Une émission assez spéciale. Ce vendredi, au moment où on enregistre, il y a beaucoup à raconter sur l'actualité des Raptors. Mais la grande nouvelle, c'est le départ du président Masai Ujiri après plus de 13 ans aux commandes de l'équipe. On va vous dire ça en détail. On va parler aussi des repêchages, deux joueurs qui ont été repêchés par les Toronto Raptors cette semaine. Michael Aviol a bien discuté avec notre ami Manu de Envergure. On va revenir. Une émission qui sera exclusivement basée sur l'actualité des Raptors. L'actualité des Raptors aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission vendredi, c'est la fin d'une ère, le début d'un héritage de Masai Ujiri qui quitte les Raptors de Toronto, qui quitte son poste donc comme président. Et c'est une page qui tourne, une page longue de 13 années, faite de victoires, de visions, de transformations et aussi d'un rêve devenu réalité. Donc, c'est ce vendredi, donc 27 juin, que Masai Ujiri a quitté officiellement ses fonctions de président des Raptors. Vous l'avez peut-être l'entendu, l'homme qui a mené la seule équipe NBA hors des États-Unis à un titre de champion, il s'en va. Et au-delà de l'actualité sportive, c'est toute une communauté, toute une ville et toute une diaspora qui salue le départ d'un leader hors norme. Et donc, Massa Ujiri a commencé ses fonctions en tant que directeur général de Denver. Donc, depuis 2013, a été nommé donc dirigeant de l'année à NBA et il est appelé à Toronto en 2013 pour redonner espoir à une franchise en perte de vitesse. Et dès sa première saison, les résultats sont au rendez-vous avec 48 victoires, un titre de division et un retour tant attendu en série éliminatoire. Et c'est le début de la transformation de la franchise. Puis vient la construction d'un véritable contender. En 2014 et 2018, les Raptors deviennent une franchise de saison régulière, cinq titres de division, une finale de conférence en 2016, des choix stratégiques payants comme les échanges de Serge Ibaka et PJ Tucker, mais aussi des décisions courageuses. En 2018, Ujiri limoge Dwayne Casey comme entraîneur de l'année pour insuffler un nouveau souffle. Et ce souffle, c'est le vent du changement, un vent qui va emporter l'icône DeMar DeRozan dans un échange audacieux pour faire venir Kawhi Leonard. Et là, c'est l'histoire qui s'écrit. Kawhi brille, Marc Gasol est recruté à la date limite en juin 2019 et c'est l'explosion de joie. Les Raptors champions NBA, c'est une première historique pour une équipe non américaine. Masai Ujiri est acclamé comme l'architecte de cette victoire, non seulement à Toronto, mais dans toute la NBA. Et c'est là qu'il devient bien plus qu'un dirigeant sportif. Masai Ujiri devient une icône pour les Canadiens, pour les Africains, pour la communauté noire et pour les jeunes qui voient enfin un visage qui leur ressemble dans les hautes sphères du sport nord-américain. Et ce n'est pas un hasard si Masai est aussi le fondateur de Giants of Africa, une organisation qui promeut le sport, l'éducation et l'ambition chez les jeunes du continent africain. Pour lui, le basket n'est pas qu'un jeu, c'est un levier de transformation sociale. Mais comme souvent, après les sommets viennent les périodes de transition. Kawhi part à Los Angeles, aux Clippers. Kyle Lowry s'envole vers Miami. Masai Ujiri alors mise sur Pascal Siakam, Scottie Barnes pour incarner la relève. Malgré quelques promesses, les résultats ne sont pas là. La franchise n'a plus vu les playoffs depuis 2022 et la dernière saison se termine sur un triste bilan de 30 victoires pour 52 défaites. Et voilà que l'annonce tombe ce vendredi. Masai Ujiri quitte son poste malgré une année restante à son contrat. Keith Paley, le président de Maple Leaf Sports Entertainment, salue un impact monumental et lance immédiatement une recherche de successeur. Bobby Webster, le directeur général, reste en place et la reconstruction se poursuit.
Dans une conférence de presse touchante, Keith Paley a reconnu que ce départ avait été discuté en amont avec Masai Ujiri, qui tenait à rester jusqu'à la fin de la draft cette semaine, une preuve supplémentaire de son professionnalisme, de son respect de l'équipe et de son amour qu'il a bâti. Et maintenant, que reste-t-il? C'est un héritage colossal, à mon avis, Masai Ujiri, qui a prouvé que le leadership noir peut briller au plus haut niveau du sport national et mondial, qu'on peut être stratège, audacieux, humain et réussir sans faire de compromis sur ses valeurs. Il a transformé la culture des Raptors, il a insufflé une identité propre à cette équipe, il a fait de Toronto un marché attractif et porté haut la voix de l'Afrique et de la diaspora. Son nom restera associé à un moment unique, le tir de Kawhi contre Philadelphie, la parade de la victoire, le slogan We the North et cette énergie incroyable qui a rassemblé une nation autour d'une équipe. Aujourd'hui, les Raptors entrent dans une nouvelle phase, mais soyons clairs, il y aura un avant et un après Masai Ujiri. Et peu importe où il ira, une chose est certaine, il va continuer d'élever, d'inspirer et de bâtir, car c'est ce qu'il sait faire de mieux. Un grand merci à Masai et merci pour tout. Du point de vue personnel, j'ai eu le plaisir de rencontrer Masai Ujiri en 2019, après avoir fait mon premier camp de basketball au Burundi. Et au retour de son cas, j'ai pu avoir une entrevue, un entretien pendant 1 heure de temps dans laquelle je lui ai demandé d'être mon mentor parce que ce qu'il faisait dans ces camps Giants of Africa, c'était ça mon rêve. J'aimerais avoir son avis, son accompagnement. Et il a non seulement accepté de m'accueillir, il m'a donné toute l'information dont j'avais besoin pour bâtir les camps de basket au Burundi et en Afrique. Et j'ai eu à plusieurs reprises pu avoir l'occasion de le rencontrer, que ce soit pour les événements de Giants of Africa ou bien dans les différentes conférences de presse pour parler des Raptors. Et surtout cette année qui vient de s'écouler où il a recruté Oli Shomche, la recrue venue du Cameroun. Pourquoi il va l'avoir recruté? Qu'est-ce qu'il voyait dans son futur? Donc, c'est un dirigeant qui vient de partir avec beaucoup de mémoire créée au niveau des Raptors, au niveau de la ville de Toronto et partout au Canada, mais quelqu'un qui ne va pas certainement chômer parce que il continue ses projets de Giants of Africa et surtout, il est prisé par beaucoup de franchises en NBA. Donc, le futur nous dira. Et que dire de la suite des Toronto Raptors? Bien sûr, il y a Bobby Webster qui est toujours là comme directeur général avec toute l'équipe que Masai avait créée. Donc, la transition sera plus ou moins facile parce que c'est une continuité, mais selon le président, donc le président directeur général de Maple Leafs Entertainment, il y aura donc un recrutement dans notre président. Bobby Webster est candidat, mais on n'est pas sur ce qu'il va avoir le poste. Donc, il y aura certainement du nouveau dans l'équipe des Raptors de Toronto. Une page qui se tourne donc ce vendredi avec le départ de Masai Ujiri. On va continuer l'émission tout à l'heure avec les nouvelles de la draft. Vous êtes toujours sur Choc FM. L'émission, c'est Franco Raptors pour parler des nouvelles des Raptors de Toronto cette semaine. Oui, la grande nouvelle, c'est le départ de Masai Ujiri en tant que président des Raptors de Toronto. Mais les Raptors ont eu aussi une semaine très chargée avec les repêchages cette semaine, mercredi et jeudi, où ils ont pu avoir 2 nouveaux recrues. Mon collègue Michael Laviole a pu s'entretenir avec nos amis d'envergure. On écoute l'entretien qu'a eu Michael Laviole avec Manu. Merci à toi de nous rejoindre dans Franco Raptors. On s'était rencontrés
avant la draft et on avait parlé de Colin Murray Boyles. Donc, on avait tapé juste, hein, on se disait, j'espère que le joueur qu'ils vont récupérer sera dedans. Kaman Malouache était disponible, mais c'est vrai que j'avais eu des informations comme quoi, en fait, les Raptors n'étaient pas forcément intéressés par lui, qu'ils n'avaient pas workout avec eux. Donc, finalement, c'était pas une surprise pour moi, même si c'était une surprise pour le grand public. Mais on va parler de Colin Murray Boyles. On va pas refaire son portrait. Mais juste, est-ce que tu peux me dire pour toi, qu'est-ce qu'il va apporter aux Raptors jour 1, là, on le met dans une franchise NBA, pourquoi il est déjà prêt? Il est déjà prêt défensivement. Déjà, c'est un joueur qui va être capable quasiment day one de pouvoir défendre sur plusieurs positions. Donc c'est vraiment ça, son atout numéro un, cette versatilité défensive qu'il a montré sur ces 2 ans en NCAA. Donc c'est vraiment ça, c'est un joueur un peu à l'image de Scottie Barnes, capable de défendre sur les petits et sur les grands. Donc c'est très intéressant. C'est un autre profil qui est beaucoup plus porté sur l'intérieur, sous le panier, mais qui est capable de switch sur les petits. Il y a pas de souci, qui peut rendre des services sur les intérieurs. Donc, à voir contre les vrais grands intérieurs, enfin, quand je dis grands, les gros intérieurs, mais puissants, tout ça, à voir comment à ça il va pouvoir répondre, parce que j'ai pas eu la chance de le voir en vrai physiquement. Donc, à l'écran, il paraît assez intéressant physiquement, mais à voir en vrai. Mais voilà, globalement, ce qu'il va pouvoir apporter dès le premier jour, c'est ça, c'est sa défense. Est-ce que justement, c'est ça que je voulais te demander par rapport à son physique, est-ce que tu le vois capable d'être un small ball 5 à ce point en NBA, parce qu'il fait quand même 2,01 m, il est pas grand, il a une grande envergure, il a une grande, je sais plus comment on dit en français, mais reaching, il fait 8 pieds quelque chose en sa taille, les bras levés, quoi, c'est assez Hmm. impressionnant. Est-ce que tu le vois vraiment comme un 4 ou il peut jouer en small ball 5? Parce que c'est vrai que par rapport à l'effectif des Raptors, il y a des questions. Est-ce que c'est la doublure de Scottie Barnes? Est-ce qu'il peut jouer dans un 5 small ball à la place de Jakob Poeltl? Comment tu le vois un petit peu? Toi qui as eu la chance un peu de voir aussi comment les Raptors jouent, comment tu vois son intégration un peu dans l'équipe? Je pense qu'il peut alterner sur ces deux postes 4-5 parce que il y a cette protection de cercle qui est là. C'est pas un contreur incroyable, mais de par ce que tu dis, son standing reach et son C'est ça envergure, le mot. ses bras, il est capable de défendre le cercle, de le protéger le cercle, parce que la protection de cercle, c'est pas uniquement le contre. Le contre, c'est une variante de ça, de cette protection de cercle. Ça, il l'a. Donc pour moi, je te dis qu'il peut défendre et avoir ce rôle de poste 5. Après, aujourd'hui, en NBA, qu'est-ce qu'un poste 5? Qu'est-ce qu'un poste 4? Tu vois, avec est-ce que les postes existent encore? Enfin voilà, c'est très compliqué. Mais après, c'est difficile de l'imaginer autrement parce qu'en fait, à l'université, il a joué que comme ça, que en 4 et en 5. Alors, j'ai pas eu la chance de le voir en lycée, donc, ou peut-être que vu sa taille, je sais pas non plus s'il a grandi, tu vois, rapidement, à l'image d'Anthony Davis, par exemple, qui avait gagné 15 centimètres en un an et du coup, qui passe de meneur à poste 4 parce que c'est cette taille-là. Mais donc je sais pas si en amont de sa carrière, je veux dire, il avait la balle en main, par exemple. Tu vois, est-ce qu'il est capable d'initier un peu ce genre de choses? Donc à la fac, c'était vraiment un poste 4-5 uniquement. Donc moi, je te le projette dans ce sens-là. Donc, mais je pense que la Summer League sera une première réponse à cette question, voir comment le coaching staff l'utilise, parce que ça va quand même ressembler à ce qu'il pense pouvoir faire en NBA. Ouais, tout à fait. Et parle-nous un peu maintenant de son rôle en attaque. Bien sûr, ce qui a fait énormément parler, c'est qu'il n'a pas de tir. On a vu les images du combine. Mais il a quand même indiqué qu'il travaillait énormément là-dessus. Les Raptors ne sont pas fermés apparemment sur le fait de pouvoir le faire progresser à ce niveau-là. Je sais que toi, c'est quelque chose que tu répètes souvent. Le tir, c'est une des choses sur laquelle c'est le plus facile à progresser. Est-ce quand même il part de très loin? Comment tu vois un peu son évolution? Parlons déjà du tir et après peut-être plus de son rôle en attaque. Bah, le tir, ouais, ça a été une question sur ces 2 saisons à South Carolina, c'est clair. Je regarde les stats là, c'est en première saison, c'est 5-3 points pris, et la deuxième, c'est 34. Donc déjà, il a compris où il a assimilé qu'il pouvait tirer et qu'il pouvait être dangereux. Donc ça, c'est positif. Il a 9 sur 34, donc c'est pas incroyable, effectivement.
mais il y a aussi une amélioration au lancer franc. Il passe de 66 à 70. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a eu un travail de fait et qu'il a compris le truc. Ça veut dire qu'aussi que son shoot n'est pas fixé. Parce qu'il y a encore, il évolue encore en fait, hein. C'est un 2005, il est encore très très jeune. Donc il y a encore du travail à faire. Mais ouais, comme tu le dis, j'aime à dire que le tir est l'une des choses parce que c'est vraiment que des détails. Le placement des jambes, le placement des bras, des mains sur le ballon, cette prise d'appui, ce positionnement, l'alignement du corps. Enfin, voilà, il y a plein de choses en fait qui sont uniquement du détail et qui s'apprennent très très vite. J'ai un exemple qui est Jalen Suggs, qui à Gonzaga n'était pas un très très bon tireur. Il n'y avait pas tout ce qu'il faut. Et on l'a vu en moins de 3 mois et arriver à la Summer League avec un shoot totalement différent et qui entrait, qui avait des pourcentages totalement différents. Donc ça travaille, c'est quelque chose qui s'assimile assez rapidement. Donc je sais pas s'il sera un tireur d'élite, mais faudrait pour moi, son meilleur scénario, c'est qu'il puisse sanctionner s'il est ouvert. Tu vois, Mhm. qui shoot à 33, 35% à 3 points, par exemple, et qui sanctionne sur du catch and shoot quand il est ouvert pour que justement la défense travaille et que ça apporte de la dangerosité, en fait, qu'il soit pas non défendu, un peu comme Ben Simmons, c'est un peu l'exemple salaud, mais voilà, Ben Simmons n'est pas défendu, en fait, parce qu'ils savent, les équipes savent qu'il va pas shooter, qu'il ne peut pas shooter. Alors que si lui arrive à faire ça cette année, ouais, je te dis, c'est 34, 3 points pris. Donc voilà, c'est 26%, c'est pas incroyable. Mais voilà, j'ai envie d'y croire. Mais je pense pas que ce sera son rôle principal. On va pas Bien lui sûr. demander, tu vois, de faire ça. De statistiques et de ce que j'ai pu voir entre les deux saisons, je pense il y a un travail à faire. Et que c'est pas Ouais, terminé, en fait. et après avoir écouté plusieurs analyses d'après-draft, beaucoup soulignaient le fait que autour du panier, il a quand même énormément de touchés et que ça peut être une bonne chose par rapport à sa mécanique aussi, comme tu disais, qui est pas fixée. Certains disaient il a tendance en fait à trop utiliser sa deuxième main de guide pour tirer Mm. avec et shooter un petit peu à deux mains. Et les gens qui sont optimistes à propos de son tir disent que bah, peut-être qu'il y a juste ça à fixer et s'ils arrivent à fixer ça, ça peut être vraiment très positif dans ce sens-là. Mais c'est vrai, comme tu dis, ça va pas devenir un shooter d'élite, mais on a besoin qu'il puisse s'écarter. Mais c'est exactement la même problématique avec Scotty Barnes, de toute façon, pour que les défenseurs le respectent et que quand il est off-ball, on n'est pas les gars qui plantent dans la raquette pour Mm. fermer le jeu. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Parlons un petit peu de sa capacité à driver, parce que j'ai vu pas mal d'images. C'est quand même plutôt bien. Après, ma question, moi, c'est avec sa taille, est-ce que ça peut se transposer en NBA? La taille, moi je suis pas totalement fan du handle, du maniement du Ouais, ballon. Je trouve qu'il y a encore quelque chose qui est à travailler là-dessus. Donc là aussi, ça se travaille, il y a pas de souci. Là-dessus, je suis pas trop fan. Comme je t'ai dit, j'ai pas assez de recul en fait pour savoir ce qu'il ouais. est capable de faire réellement avec le ballon. Parce en collège, il avait pas ce rôle en fait, tu vois, d'avoir le ballon, de driver tout seul, d'initier pour lui. En fait, il n'avait pas forcément ce rôle-là. Donc c'est compliqué à dire, mais il y a des séquences où il l'a fait. Mhm. Il prend le pic et il finit au panier. Euh, moi j'appelle ça le catch and drive. Ouais. Il réceptionne et paf, premier pas directement. Ça, il le fait. Donc c'est aussi, il y a toute cette polyvalence là offensive qui, moi, me fait dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire et qui peut être utilisé et dangereux, en fait, dans plusieurs situations. Donc, c'est ça qui est intéressant. Après, en termes de maniement du ballon, est-ce qu'il peut être Scotty Barnes offensivement, tu vois, être un peu ce deuxième meneur? Je pense pas. Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. Après, du coup, dans son utilisation jour 1 en NBA, tu le vois plus comme un gars qui fait des écrans, qui va cut, qui va du pick and roll aussi, j'imagine un petit peu. Ouais, c'est ça, ça va être dans ses premiers jours, sa première saison, voire plus, ce sera ça, ce sera du pick and roll, du seconde chance, tu dis, il finit très très bien au panier. Moi, quand j'avais écrit le rapport sur envergure, j'avais 71% de réussite sous le panier, donc c'est juste exceptionnel. C'est le très haut du panier. Donc offensivement, ouais, ça va être ça, c'est du scoring sur pick and roll, sur seconde chance, sur rebond, tu vois, ce genre de choses, il est très actif là-dedans.
Après, si le tir vient, ce sera du bonus. Hmm. Mais dans les premiers jours, ce sera ça. Ce sera vraiment ouais, du simple rim runner, entre guillemets. Super. Et pour terminer, une dernière question sur lui. Par rapport à son jeu de passe, je sais plus si on l'avait évoqué lorsque tu nous l'avais présenté, parce qu'on sait que les Raptors aiment bien jouer avec l'intérieur au poste haut qui va distribuer pour les autres. Pas comme un créateur, mais plus le rôle de connecteur, comme on aime l'appeler. Est-ce que Hmm. tu le vois dans ce rôle-là? C'est possible parce qu'il y a eu des très bons flashs à l'université là-dessus. C'est un bon passeur. Honnêtement, c'est un bon passeur. C'est pour ça que nous, on avait utilisé dans la projection, mais vraiment dans le rôle, uniquement le rôle et pas le joueur que je vais dire, mais à la Draymond Green. Ouais, Ce, il est ce- beaucoup ce- comparé à Draymond Green, ouais. dans ce rôle-là, en fait, et s'il l'utilisait dans ce rôle-là, il est parfait parce Hmm. qu'il peut faire ce que fait Draymond Green. Et on avait comparé les statistiques justement en collège quand il était à Michigan State et sur ses 2 premières saisons, en fait, c'est les mêmes stats. Il a exactement les mêmes statistiques que Draymond Green. Après les années 3 et 4 de Draymond Green, il y a un vrai switch où Ok. il devient exceptionnel. Mais tu vois, au même âge, finalement, ça se vaut. Et je pense que s'il utilisait dans ce rôle-là de small five, capable en attaque de jouer sur les short rolls, tu vois, comme tu dis, être ce point-là en tête de raquette et pouvoir faire des passes comme ça, il est capable de le faire. Donc c'est très intéressant aussi. Ouais, super. Bah, c'est tout ce qu'on voulait entendre, donc c'est parfait. Est-ce que toi, t'as été surpris de ce pic par les Raptors? Qu'est-ce que t'en as pensé, juste la réaction à chaud? Bah, moi, c'est un joueur que j'apprécie. Je l'avais assez haut dans mon board, que je regarde. Je l'avais 18 dans mon board, moi, cette année. Donc, j'avais eu. En fait, moi, ce qui me pose question, c'est que c'est un joueur qui est comme il est très polyvalent. S'il n'est pas utilisé dans un rôle comme ça, où sa polyvalence est mise en exergue, eh ben, j'ai peur, en fait, de son impact. C'est pour ça que je l'avais un peu baissé, parce qu'au début de saison, je l'avais top 10. C'est un Hmm. garçon que j'avais top 10 de par tout ce que je t'ai dit, en fait. Ce côté passe, ce côté finition au cercle, pick and roll, un peu de tir. Tu vois, il y a beaucoup de choses à aimer. La défense est très, très bonne aussi. Polyvalence, tout ça, tout ça. Donc, surpris, non. Mais comme je te dis, si le rôle, et s'il n'est pas utilisé dans un rôle, comme je t'expliquais tout à l'heure, là, Hmm. tout de suite, j'ai peur. Donc c'est pour ça, moi, je l'avais baissé. Mais nous, les comparaisons qu'on avait dans ce rôle-là, c'était Draymond Green ou autrement un peu à la Aaron Gordon, tu vois. Ouais. Ce joueur capable de finir en alley-oop sur des cuts, tu vois, ce genre de choses, qui est le très bon défenseur aussi et qui finit près du cercle. Aaron Gordon a aussi ajouté ce tir au fur et à mesure des saisons, ce qu'il n'avait pas forcément à Orlando. Il tirait à Orlando, mais il n'y avait Hmm. pas la même réussite qu'il a à Denver. Bon, après, à Denver, il a un contexte qui est merveilleux, hein, donc voilà, c'est pas comparable, mais nous, c'était les deux situations qu'on avait en termes de rôle, Mais ces deux joueurs-là. qui est extrêmement drôle, c'est que quand il a été interrogé avant la draft, on lui a demandé quels étaient ses modèles et il a dit Draymond Green et Aaron Gordon. Donc c'est assez dingue. Et ensuite, il a dit il y a des jeunes joueurs qui suivent et c'était intéressant de dire qu'il avait dit Toumani Camara et qu'il avait dit Jalen Williams. Ok. Donc c'est pas mal dans la comparaison. Vous êtes plutôt pas mal parce que c'est les joueurs auxquels il se réfère. Bah, tu vois, Donc et c'est quatre nickel. joueurs qui sont connus principalement pour leur défense aussi. Exactement. Oui, oui, Donc oui. ça veut aussi dire qu'ils connaissent ses points forts. Donc c'est positif. On va continuer de parler de défense parce que les Raptors ont vraiment mis l'accent là-dessus, sur cette draft. Et ils ont choisi ensuite en 39 Elijah Martin. Alors lui, par contre, on n'en avait pas du tout parlé. Et moi, je dois t'avouer que j'en avais pas entendu parler avant parce que j'ai pas regardé la March Madness. Sinon, je l'aurais vu en tant que champion avec Florida. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? C'est un joueur qui est assez physiquement, moi je dis tanké, c'est un vrai Ouais. cube. Enfin, du moins à l'écran, il paraît vraiment tanké. C'est un super senior. Il vient de faire 5 saisons en NCAA. Il vient de Florida Atlantic et là sur sa dernière saison, du coup, il a transfert à Florida où, tu l'as dit, il a été champion. C'est un joueur qui est très axé sur le tir en attaque. Les statistiques sur 5 saisons, c'est 36%, donc c'est quand même intéressant pour un joueur, on va dire jeune. Il doit avoir 22 ans, ou enfin la vingtaine, je pense.
J'ai pas sa date de naissance, qui est très 23. compliqué à avoir. Je 23 crois ans. qu'il a 23 ans. Ils ont annoncé qu'il avait 23 ans, mais les Raptors ont dit qu'ils estimaient qu'il avait encore une marge de progression, donc c'est une bonne chose. Donc tu sais, là cette année sur Florida, c'était vraiment porté sur du tir, beaucoup de catch and shoot. Il est à 35% sur 6 tentatives, donc c'est quand même assez correct pour un joueur qui est pas forcément un shooter enfin pas d'exception, mais de premier ordre, je vais dire, dont la mission première sur un terrain, c'est pas forcément de shooter, mais tu vois là, 35% sur 6 tentatives, c'est quand même très intéressant. Beaucoup de catch and shoot, par contre, il n'y a pas trop de polyvalence dans le tir, il y a un peu en sortie d'écran, ce genre de choses, mais c'est assez rare. Et globalement, autrement, défensivement, c'est assez correct. J'aime beaucoup ce côté intercepteur qu'il a. Là, sur ces 5 saisons en NCAA, il a plus d'une interception par match. Sur les 2 dernières saisons, il a quasiment 2 interceptions par match, donc c'est très très bon. Le pourcentage d'interception est très intéressant aussi globalement sur sa carrière NCAA. Après, sur l'homme, moi j'ai un peu plus de mal. Je trouve qu'il est encore un peu lent, et notamment dans le 1 contre 1, où il peut se faire avoir assez vite sur les premiers pas adverses. Donc à voir comment il va gérer ça, cette nouvelle adversité. Pareil, la Summer League sera un premier bel échantillon pour voir un peu ce qu'il sait faire. Mais le choix est intéressant. C'est un joueur dont la cote a un peu monté ces derniers temps avec le combine et puis bah, la March Madness. Donc moi, je l'avais pas du tout. Et quand j'en entendais pas mal parler, du coup, je l'avais mis dans mon board en fin de second tour. Donc tu vois. Mais c'est un joueur qui est un peu plug and play, tu vois, qui va être capable d'aider sur la deuxième, en rotation, deuxième unité ou troisième. Je pense qu'il aura son mot à dire dans cette équipe des Raptors, en tout cas. Je confirme que c'est vraiment un arrière, hein, c'est pas un meneur du tout. Moi, je l'ai connu qu'en arrière, il a la taille Ouais. d'un arrière. Après, possiblement qu'il a joué en tant que deuxième manieur de ballon, tu vois, mais sur moi, sur ce que j'ai vu, c'est plus il y a vraiment le côté arrière. Ok, ok. Ouais, parce que le poste derrière, il est vraiment plein chez les Raptors, donc on va attendre de voir s'il y a du mouvement qui vient, parce que on a on a Grady Dick qui est un peu considéré comme un arrière, on a Jacoby Walter et on a éventuellement RJ Barrett qui va devoir glisser à l'arrière avec Scotty Barnes et Ingram dans l'effectif, donc ça paraît assez compliqué. Ils ont conservé AJ Lawson aussi, Jamison Battle, est-ce qu'on considère comme un 2 ou comme un 3? Mm. Donc il y a énormément de monde sur les lignes arrière. Donc on va voir. Mais bon, après, il aura peut-être du temps de jeu aussi avec les 905. On va suivre ça. Et comme tu dis, ça sera très intéressant de regarder ce qu'il va faire pendant la Summer League. Ouais, c'est ça, moi je suis. Ouais. Ouais, Vas-y, on va vas-y. dire. Non, non, je pensais qu'il y avait une question, vas-y. Non, ouais, c'était pour te laisser la suite si tu avais un petit commentaire suite à ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ça, puis c'est un joueur, entre guillemets, projet sur le court terme, tu vois. Je pense Ouais, que c'est un joueur qui va pouvoir apporter par ce shooting et qui n'est pas forcément, du coup, utilisable dans ce poste 2, mais qui peut être très bien d'être décalé, je vais dire, sur le poste 3, mais tu vois, utilisé en tant que shooter, uniquement oui. shooter. Tu vois, caché dans le corner et paf, tu vas lâcher des 3 points parce que tu es ouvert et sur les drive and kick ou ce genre de choses. En fait, il peut avoir ce rôle-là au début, je pense. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils le sentaient capable de défendre des postes 1 à 3. Donc, on va suivre ça. On n'a jamais trop Physiquement, je pense qu'il peut. ouais, on n'a jamais trop de défenseurs, surtout ces dernières années où c'était un peu le point faible de l'équipe. C'est très marrant parce qu'on est passé de que des défenseurs à quasiment plus de défenseurs et puis maintenant on fait une draft où on recrute de nouveau que des gars capables de défendre parce que finale NBA oblige, on a vu ce qu'a fait OKC et puis comme on sait que c'est comme ils disent en anglais copycat league, du coup bah on essaye de C'est récupérer des ça. des profils à la Lou Dort, etc., qui sont capables de Lou taper dans Dort, les ballons, de Aaron ex Naismith, Aaron Wiggins, tu vois, ce genre de choses. ouais, En fait, c'est ouais. des joueurs comme ça, role players, qui sont ultra importants, en fait, dans un effectif. Des joueurs draftés assez bas, et puis finalement, on se rend compte qu'ils ont une immense valeur, en fait. Exactement. Du coup, je pense qu'on va pas discuter de Chucky Hepburn, sauf si tu as deux, trois trucs à dire rapidement.
Mais ça a l'air d'être un profil un peu à la Jamal Shed. Il a été défenseur de l'année dans sa conférence. Je crois que ça fait un moment qu'il est à la fac, si je dis pas de bêtises. Quatre Gros ans. dé 4 ans, ouais, gros défenseur. C'est un peu le même profil que Jamal Shed. Donc bon, si t'as pas d'infos dessus, on va passer. Bah, c'est pas un genre que j'ai Ouais, particulièrement vu. Après, voilà, tu l'as dit, shooter, un peu plus passeur aussi, quand même. ok. Il a ce rôle passeur. Là, j'ai les chiffres sous les yeux. Il a quasiment à 6 passes décisives là, cette année. Donc, Ah c'est ouais. c'est intéressant. Il peut être utilisé peut-être comme ce troisième meneur en NBA, pourquoi pas. Je On pense que va c'est plus de la suivre. J-League, mais Ouais, c'est ça. On à va voir le suivre. développement, il peut avoir une belle surprise. Ouais, c'est ça, il a signé un tout, ouais. Donc, on va suivre ça. On va voir les pick and roll avec Ulrich Chomche l'année prochaine avec les 905. Ben, merci beaucoup, Manu, d'avoir pris ce temps de nous parler des nouvelles recrues des Raptors. Et puis, on vous invite, hein, comme d'habitude, tous à aller suivre Envergure. Ça m'a été d'une énorme aide pour faire comme si je connaissais tous les profils, alors que, en vrai, j'avais rien suivi, mais vous êtes tellement précis et tout que c'était vraiment un régal comme chaque année. En tout cas, merci à vous pour votre travail et pour votre expertise. Et puis au plaisir de rediscuter. Et puis si tu repasses à Toronto comme l'année dernière, hein, tu sais où nous trouver. Ça marche, merci à toi. Voilà, donc c'est sur cet entretien de Michael Aviol avec notre ami Manu d'Envergure sur les nouvelles recrues des Raptors qu'on va clôturer l'émission d'aujourd'hui, Franco Raptors. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur les ondes de votre radio préférée. On vous retrouve la semaine prochaine. Comme on dit toujours, let's go Raptors!